Dans notre univers, la vitesse est fondamentale. Que ce soit sur les autoroutes ou dans l'espace, gagner de la vitesse est un souci constant. Atteindre des vitesses supérieures nous permettra de mieux comprendre les mystères du cosmos. La vitesse est un élément crucial pour l'exploration du système solaire et de l'univers. Mais la vitesse et l'espace se combinent en d'étranges phénomènes. On entre là-dedans et on ressort quelque part, ailleurs, très loin dans l'univers. Nous allons voir si les œuvres de science-fiction sont un fidèle reflet de la réalité. Le principe du moteur à distorsion, c'est que l'espace bouge autour de vous. Ou à quel point elles en donnent une image erronée. Les étoiles restent immobiles et vous pensez j'ai dû me tromper quelque part. Nous allons pousser les manettes à fond et accélérer jusqu'à l'extrême limite. C'est une chose qui dépasse l'entendement, mais c'est comme ça. Attachez vos ceintures, car nous allons visiter ensemble des territoires vertigineux. Notre monde va vite. Et le plus rapide est souvent le gagnant. Tout va toujours plus vite. 20 minutes pour l'entretien physique, puis un repas prêt en 2 minutes. La rapidité est une valeur en soi. Mais nous allons nous pencher sur des aspects insolites de la vitesse, élément prépondérant de l'univers. Nous allons commencer par les très grandes vitesses, puis accélérer encore. Depuis les fusées et les engins qui nous permettent d'explorer le cosmos, aux nouveaux moteurs sur lesquels travaillent les chercheurs et qui nous permettront bientôt d'atteindre des vitesses inédites. Puis nous verrons comment les vitesses extrêmes altèrent le tissu même de l'espace-temps. Enfin, nous examinerons des phénomènes qui semblent sortis tout droit de l'imagination des auteurs de science-fiction. Trous noirs, moteurs à distorsion et tunnels de gravité. Mais avant d'en arriver là, faisons le point sur ce que nous savons déjà au sujet de la vitesse. La vitesse de pointe des athlètes les plus rapides atteint à peine 45 km/h. Au grand galop, un cheval bien entraîné peut atteindre 80 km/h. Les voitures de course les plus rapides frôlent les 400 km/h. La vitesse de croisière d'un avion de chasse dépasse les 1600 km/h. Les navettes spatiales tournent autour de la Terre à plus de 27 000 km/h. L'engin le plus rapide que l'homme ait jamais envoyé dans l'espace est la sonde New Horizons, qui file vers Pluton à près de 84 000 km/h. Or, la sonde mettra tout de même plus de 9 ans pour atteindre Pluton. En effet, les distances à l'échelle du système solaire sont énormes. Pour mieux en prendre conscience, prenons une voiture de sport roulant à une vitesse facile à imaginer, disons 160 km/h. Au volant, Lou Bloomfield, physicien, va nous conduire assez loin dans le système solaire. Même avec une voiture rapide comme cette Lamborghini, il faut toujours un certain temps pour arriver quelque part. Si vous traversez les États-Unis à 160 km/h, ça vous prendra une trentaine d'heures. Pour aller de la Terre à la Lune en roulant à 160 km/h, il vous faudra 14 semaines. Pour aller jusqu'à Neptune, la planète la plus éloignée, eh bien, il faudra 3100 années. Donc, si vous êtes parti à l'époque où Socrate était un enfant, il vous reste encore 5 ou 600 ans de route. C'est long. En
effet, dans l'univers, les distances sont vraiment énormes. Et à cette échelle, 160 km/h, ce n'est rien. Il faut atteindre des vitesses bien supérieures, comme celle de la lumière. Rien ne va plus vite que la lumière. La vitesse de la lumière. Dans l'univers connu, aucune vitesse n'est supérieure à celle de la lumière. La lumière, c'est la vitesse limite, 300 000 km/s. 300 000 km/s, soit plus d'1 milliard de km/h. C'est énorme, mais à quel point? Pour nous en rendre compte, rapportons cette vitesse à la distance d'environ 4000 km qui sépare Los Angeles de New York. En une seule seconde, la lumière pourrait couvrir cette distance environ 75 fois. Malgré sa vitesse énorme, la lumière nécessite un certain temps pour aller d'un point à un autre. L'astronome Robert Hurt nous en fournit quelques exemples. Pour avoir une idée de la vitesse de la lumière, soit 300 000 km/s, si avec ce miroir j'envoie un rayon vers la Lune, celui-ci mettra environ 2 secondes pour faire l'aller-retour. Et la lumière du Soleil, elle atteint la Terre au bout de 8 minutes. Malgré sa vitesse, la lumière a besoin de temps pour se déplacer dans l'espace. Et parfois, de beaucoup de temps. La lumière qui arrive sur Terre à cet instant même est partie du Soleil il y a 8 minutes. Les galaxies sont tellement grandes que même à 300 000 km/s, la lumière met beaucoup de temps pour traverser une galaxie. Les distances sont à ce point importantes dans l'espace que la vitesse de la lumière est en réalité très différente de la vision qu'en donnent certains films de science-fiction. Dans les films de science-fiction, quand on appuie sur la manette vitesse de la lumière, on voit les étoiles défiler à une vitesse incroyable. Mais dans la réalité, si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, voici ce que nous verrions. Les étoiles ne bougent pas et vous pensez « j'ai dû me tromper quelque part. Il va falloir appeler Harrison Ford pour qu'il arrange ça. » Et tiens, on s'aperçoit qu'elles commencent à bouger un peu. Les étoiles semblent immobiles parce qu'elles sont très éloignées. Si éloignées que même à la vitesse de la lumière, cela prendrait des années pour atteindre la plus proche de nous. Et plus un objet est éloigné, plus sa lumière met du temps pour parvenir jusqu'à nous. En fait, tout ce qui est à l'extérieur de notre système solaire se trouve à des années-lumière de la Terre. Et une année-lumière équivaut à quelques 9500 milliards de kilomètres. Les étoiles les plus proches sont à plusieurs années-lumière. Les galaxies les plus proches sont à plusieurs millions d'années-lumière. Si vaste que chaque fois que nous observons le ciel étoilé, nous regardons en fait vers le passé. Quand on regarde les étoiles dans le ciel, en réalité, on voit ce qu'elles étaient il y a des milliers d'années, car leur lumière a mis tout ce temps pour nous parvenir. Quand une étoile explose à 5 milliards d'années-lumière de la Terre, la lumière de cette explosion met 5 milliards d'années à nous parvenir. Ce qui signifie que cette étoile a explosé avant même que la Terre ne se soit formée, il y a 4 milliards 700 millions d'années, et que sa lumière atteint seulement maintenant nos télescopes, permettant à nos chercheurs d'étudier la façon dont notre univers a évolué. Quand on observe une galaxie lointaine, on voit cette galaxie telle qu'elle était il y a des milliards d'années. On observe des galaxies qui ont peut-être disparu depuis. Rien ne va plus vite que la lumière. Pourtant, celle-ci met des milliards d'années à traverser l'espace intergalactique. Et bien que nous nous efforcions d'imaginer des engins de plus en plus rapides, leur vitesse reste dérisoire par rapport à l'immensité du cosmos. Pour espérer pouvoir explorer un jour les confins de notre système solaire et au-delà,
l'homme devra développer des technologies entièrement nouvelles. L'exploration spatiale dépend de la vitesse. Plus nous sommes capables de nous déplacer rapidement dans l'espace, plus nous pouvons en apprendre à son sujet. C'est la vitesse qui a permis aux astronautes d'atteindre la Lune sans encombre, et c'est également la vitesse qui a propulsé nos sondes sur Mars. Mais même à très grande vitesse, les distances entre les planètes sont si importantes qu'il nous faut des années pour les atteindre. Si nous voulons atteindre des planètes en dehors de notre système solaire sans que le trajet ne dure des décennies, nous avons besoin d'engins qui aillent vraiment beaucoup plus vite que ceux dont nous disposons aujourd'hui. Les technologies qui nous ont permis de commencer à explorer l'espace il y a quelques décennies sont en grande partie les mêmes que nous utilisons aujourd'hui. Les fusées brûlent toujours le carburant qui leur permet de traverser l'atmosphère et d'atteindre l'espace. Il faut assez de carburant pour atteindre la vitesse qui permet d'échapper à l'attraction terrestre. Et ce sont de grandes quantités de carburant. Confirmation de la séparation du booster. Le carburant permettant d'envoyer en orbite la navette spatiale pèse 20 fois plus que la navette elle-même. Atlantis, vous nous recevez? Vous pouvez accélérer. Il faut donc environ 1400 tonnes de carburant juste pour placer la navette en orbite, à quelques centaines de kilomètres de la surface terrestre. Imaginons à présent quelle quantité de carburant serait nécessaire pour envoyer un vaisseau à des millions, voire des milliards de kilomètres de la Terre. On ne peut pas transporter assez de carburant pour de tels voyages, parce que la masse du carburant représenterait la totalité de la charge. Des engins ont déjà atteint les confins du système solaire, mais le voyage a duré plus de 10 ans. Et nous y sommes parvenus en brûlant une quantité infime de carburant. Par quels moyens? En utilisant ce que l'on appelle des frondes gravitationnelles. La gravité d'une planète dévie l'engin qui est accéléré par le mouvement de la planète avant de repartir dans l'espace. La fronde gravitationnelle est un transfert d'élan. Quand l'engin passe à proximité de la planète en mouvement, la planète lui transmet une partie de son élan, ou inertie, qui se traduit par une accélération de l'engin. Ce phénomène est comparable à ce qui arrive chez ces patineurs. La plus petite des deux patineuses s'approche de la plus grande et prend ses mains. Et la plus grande transfère une partie de son élan à la plus petite qui est catapultée et profite ainsi d'une accélération. La même chose arrive dans l'espace. Grâce à la gravité, la planète tend ses mains à l'engin et lui transfère une partie de sa vitesse. La fronde gravitationnelle peut ainsi produire une accélération considérable. La planète Jupiter a récemment conféré à la sonde New Horizons une vitesse supplémentaire de 15 000 km/h, ce qui représente un gain de 3 ans sur son trajet vers Pluton. C'est une sorte de billard cosmique. Et les astronomes sont très bons à ce jeu. Ça nous permet d'économiser une énorme quantité de carburant. Mais les frondes gravitationnelles ont leurs limites. Tout d'abord, les planètes doivent être correctement alignées, de façon que le trajet soit le plus court possible. En outre, la vitesse produite par les frondes gravitationnelles demeure relativement modeste. Pour la sonde New Horizons, le voyage jusqu'à Pluton durera tout de même 10 ans. Pour gagner de la vitesse, il faut faire appel à de nouvelles technologies, comme la voile solaire, qui transforme le rayonnement du Soleil en propulsion.
Son fonctionnement est semblable à celui des voiliers, à ceci près qu'au lieu d'être gonflée par le vent, la voile solaire est poussée par les photons produits par notre étoile. La lumière solaire, c'est de l'énergie à l'état pur. Ces particules, les photons, n'ont pas de masse. Ce n'est que de l'énergie. Et quand un photon percute quoi que ce soit, il transfère à l'objet son impulsion. Les quantités d'énergie transférées sont faibles. Mais comme dans le vide, la friction qui ralentirait l'engin est nulle, ces petites quantités s'additionnent et finissent par engendrer des vitesses atteignant plusieurs centaines de milliers de kilomètres/heure. Cela permettrait d'aller jusqu'à Pluton. Au lieu de 10 ans, le trajet durerait sans doute 2 ans avec une voile solaire. Si nous parvenons à lancer des sondes équipées de voiles solaires, leur vitesse nous permettra d'étudier plus facilement les régions les plus lointaines du système solaire. Mais qu'en serait-il si nous devions envoyer un vaisseau habité plus loin que nous ne l'avons jamais fait? Quelle vitesse devrait-il atteindre pour emmener des astronautes sur Mars? Il est possible d'envisager un voyage vers Mars en utilisant uniquement une propulsion chimique, mais ça ne serait pas très pratique. Ce ne serait guère pratique, car échapper à l'attraction terrestre requiert d'énormes quantités de carburant. C'est très semblable à ce qui se passe avec une voiture. Quand on est à l'arrêt, il faut commencer par passer la première. L'équivalent pour une fusée, ce sont les propulseurs. Pour la navette, la première vitesse fait passer l'engin de 0 à 28 000 km/h en 8 minutes et demie. Les boosters latéraux consomment 10 tonnes de carburant par seconde. C'est la puissance nécessaire pour que la navette atteigne les 28 000 km/h en très peu de temps. En 2 minutes, les boosters sont vidés de tout leur carburant avant d'être largués. Cela ressemble beaucoup au premier des rapports de transmission d'une voiture. Puis les moteurs principaux prennent le relais pendant 6 minutes. Ils brûlent tout l'oxygène et l'hydrogène contenus dans le réservoir externe. La totalité du carburant de la navette est consommée en 8 minutes environ. Et quand les moteurs s'arrêtent enfin, la navette a brûlé quelques 1500 tonnes de carburant. Une fois que la vitesse de mise en orbite est atteinte, il n'y a plus besoin de propulsion. En revanche, si l'on veut quitter l'orbite terrestre pour aller vers une autre planète, il faut utiliser un moyen de propulsion supplémentaire que l'on pourrait comparer à la 3e, 4e ou 5e vitesse d'une voiture. Certains pensent que l'exploration spatiale doit à présent passer à la vitesse supérieure. Et cet ancien astronaute est prêt à y participer. Personne ne s'est rendu dans l'espace aussi souvent que Franklin Chang Dias. Il a passé en tout plus de 1500 heures lors de 7 missions à bord de navettes spatiales. Aujourd'hui, pour aller sur Mars, ça prendrait 8 mois avec un lanceur chimique. Et ce serait une mission très dangereuse. Dangereuse car une fois privés de la protection du champ magnétique terrestre, les astronautes seraient soumis à un bombardement potentiellement mortel de particules à haute énergie. Dans l'espace, il faut donner aux astronautes une chance de se défendre. Et pour Chang Dias, cette chance, c'est la vitesse, la plus grande possible. Il travaille sur un nouveau propulseur qui pourrait lancer un engin dans l'espace à des centaines de milliers de kilomètres/heure. On l'appelle propulseur magnétoplasma dynamique. Tous les propulseurs fonctionnent sur le principe action-réaction. On projette une matière à une extrémité et on reçoit une poussée en sens inverse. Le propulseur de Chang Dias projette un gaz ionisé à haute température, le plasma, accéléré par des électroaimants à des vitesses exceptionnelles. Ça va très vite parce que c'est très chaud. Les particules de gaz ou de plasma à l'intérieur se déplacent très vite. Le champ magnétique les aligne pour qu'elles aillent toutes dans la même direction. C'est ce qui donne une telle puissance. Comme le plasma est très chaud, ces atomes se déplacent à très grande vitesse.
Les électroaimants du réacteur canalisent leur mouvement dans une seule direction, ce qui produit la poussée. La puissance de ce réacteur est telle que, selon Chang Diaz, les voyages vers des planètes telles que Mars pourraient devenir monnaie courante. Avec cette technologie, on pourrait aller sur Mars en 39 jours. Mais la mise au point du réacteur magnétique à plasma n'est pas encore terminée. Franklin Chang Diaz espère que les premiers essais dans l'espace pourront se dérouler en 2011. Notre premier test sera effectué sur la Station spatiale internationale. Après cela, tout ira très vite. Je pense que le premier être humain qui posera le pied sur Mars est déjà vivant, quelque part. Peut-être même ici, qui sait. Les athlètes courent plus vite. Les voitures roulent plus vite. Et les ordinateurs sont de plus en plus rapides. Cependant, nous utilisons les mêmes techniques de propulsion depuis des décennies. Et comme la vitesse est fondamentale pour l'exploration spatiale, les chercheurs doivent trouver de nouveaux moyens pour aller plus vite. L'exploration spatiale est étroitement liée à la vitesse que nous sommes capables d'atteindre. Même les sondes les plus rapides mettent plusieurs années pour parvenir jusqu'à des planètes telles que Jupiter ou Saturne. Qu'en serait-il si nous avions les moyens de nous déplacer à des vitesses énormes? Des vitesses qui nous permettraient d'atteindre ces planètes non pas en quelques années, mais en quelques heures. Or, plus on se déplace rapidement dans le cosmos, plus celui-ci devient étrange. Nous avons pensé pendant longtemps que le temps et l'espace étaient immuables, que leur mesure était invariable, absolue. Où que l'on se trouve dans l'univers et quoi que l'on fasse, une seconde serait toujours une seconde et un kilomètre serait toujours un kilomètre. Pour tout le monde, le temps et l'espace restent deux entités bien distinctes. On sait où l'on se trouve et on regarde sa montre pour savoir quelle heure il est. Ce sont deux choses complètement différentes. En apparence seulement. Albert Einstein nous a prouvé que l'espace et le temps ne sont que deux aspects d'un même ensemble. Un tissu à 4 dimensions qu'il a appelé espace-temps. L'espace-temps est un mot intimidant, mais c'est juste une autre façon de dire l'univers. Si vous projetez de rencontrer un ami pour boire un café, vous devez lui fournir 4 coordonnées. Tout d'abord, 3 coordonnées lui permettant de vous repérer dans l'espace. Latitude, longitude et altitude par rapport au sol. Mais vous devez aussi lui dire à quelle heure vous allez vous rencontrer, sinon ça ne marchera pas. Il vous faut donc 4 nombres, et ces 4 nombres peuvent être considérés comme les 4 dimensions spatio-temporelles. Et ce tissu spatio-temporel à 4 dimensions peut changer. Avant Einstein, nous pensions que l'espace était absolu. Quelle que soit la façon de se déplacer, l'espace et le temps restaient les mêmes. Avec Einstein, nous avons découvert que la vitesse était l'élément le plus important de l'univers. Pas n'importe quelle vitesse, la vitesse de la lumière, soit 300 000 km/s. Elle ne change pas, quoi qu'il arrive. Et contredit l'expérience que nous avons de la vitesse. Si vous roulez dans une voiture à 50 km/h et qu'une voiture vient en sens inverse à la même vitesse, vous verrez cette voiture vous croiser à 100 km/h. 50 plus 50 égale 100. De même, si vous roulez à 50 et qu'une autre voiture roulant à 60 vous dépasse,
Elle le fera à 10 km/h par rapport à vous. Pourquoi cette différence entre la vitesse réelle des autres véhicules et celle que nous percevons? Tout simplement parce qu'ils se déplacent relativement à nous. C'est logique, mais pas dans le cas de la lumière. Si vous roulez à 500 000 km/h et qu'un rayon de lumière vient en sens inverse à 300 000 km/s, le rayon vous croisera à 300 000 km/s. Et si vous roulez à 99% de la vitesse de la lumière dans la même direction que le rayon, la lumière vous dépassera malgré tout à 300 000 km/s. Le fait que vous vous déplaciez ou non ne semble avoir aucune influence sur la lumière. Quelle que soit la direction et la vitesse de l'observateur, la vitesse de la lumière demeure constante. Et si la vitesse de la lumière ne change jamais, c'est l'espace et le temps qui doivent le faire. Pourquoi? La vitesse est un rapport entre la distance et le temps. Et si une personne reste immobile tandis que l'autre se déplace, comme la vitesse de la lumière est la même pour les deux, c'est un autre élément qui doit varier. Et cet élément, c'est le temps. Si les deux personnes voient la lumière se déplacer à 300 000 km/s, chacune doit percevoir le temps de manière différente. Telle est la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Et la relativité n'est pas qu'une spéculation théorique. Elle est même présente dans notre quotidien. C'est vraiment ce qui arrive. Et les effets se font sentir dans la vie courante. De quelle façon? Vous avez peut-être eu l'occasion d'utiliser un système GPS. Les horloges mesurent le temps. Avec deux horloges qui mesurent un intervalle de temps et un signal radio qui se déplace à la vitesse de la lumière, on peut mesurer une distance. Voici un GPS que j'utilise pour connaître l'endroit où je me trouve à la surface de la Terre. Les satellites en orbite sont équipés d'une horloge. Grâce à l'horloge du satellite et à celle de mon GPS, je peux déterminer où est le satellite. Le signal émis par le récepteur GPS se déplace à la vitesse de la lumière vers le satellite situé dans l'espace. Le satellite mesure le temps que le signal a mis pour lui parvenir pour en déduire la distance. C'est un peu comme s'il y avait un fil tendu entre moi et le satellite. Or, s'il y a 3 fils qui me relient en même temps à 3 satellites différents, l'endroit où ces fils se rejoignent détermine un lieu précis à la surface du globe. Mais cette triangulation est tributaire du temps, d'un temps mesuré de manière extrêmement précise. Le satellite calcule la distance en comparant le moment où le signal a quitté la Terre et le moment où il lui est parvenu. Mais comme les satellites tournent autour de la Terre à une vitesse de 11 000 km/h, les horloges qu'ils contiennent ne comptent pas les secondes comme les horloges situées sur Terre. Il faut donc corriger cette différence en réglant dès le départ les horloges des satellites sur une heure fausse. Avant de les envoyer en orbite, nous les réglons sur une autre heure. Ainsi, lorsqu'elles se mettront à tourner dans l'espace, elles indiqueront l'heure juste du point de vue de celles qui sont restées sur Terre. Mais que se passerait-il si l'on ne procédait pas à cette correction des effets de la relativité? Eh bien, les GPS seraient inutilisables. Sans cette correction, notre position serait estimée avec une erreur de 11 km par jour. Et beaucoup de gens seraient complètement perdus. Les effets de la relativité se font sentir sur tous les objets placés en orbite. Et même sur les astronautes. Les astronautes qui ont passé un certain temps à bord de la Station spatiale internationale reviennent sur Terre un peu plus jeunes que s'ils avaient passé le même laps de temps sur Terre. Mais la différence est infime. Pour que ces différences soient significatives, il faudrait que les astronautes se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière. Admettons que l'on voyage à, disons, 99,9% de la vitesse de la lumière. Et que le voyage dure 20 ans. À votre retour, quelques milliers d'années auront passé sur Terre.
Dans l'univers connu, la vitesse est un élément crucial. Mais les rapports existants entre la vitesse et l'univers sont troublants pour nos esprits. Une chose est sûre, la vitesse ouvre les portes d'un cosmos différent de celui que nous avions imaginé. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein décrit la façon dont la vitesse modifie le tissu de l'espace-temps. À des vitesses proches de celles de la lumière, le temps ralentit considérablement. Quand on atteint la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Un homme comme Einstein pouvait penser à l'univers et dire « Non, je pense que ça fonctionne plutôt comme ça ». Et mettre au point une théorie entièrement nouvelle, comme la relativité générale. Une chose incroyable. La théorie de la relativité générale a souvent été considérée comme la plus grande avancée scientifique de l'histoire humaine. La relativité générale, basée sur la théorie de la relativité restreinte, avec toutes ses hypothèses à propos de la vitesse, a engendré des découvertes essentielles au sujet du fonctionnement de l'univers. Mais ses conclusions les plus marquantes touchent au domaine de la gravité. La gravité est une force qui agit entre deux objets possédant une masse. Tout objet matériel possède un champ gravitationnel qui réagit au contact d'un autre champ gravitationnel. C'est la gravité qui empêche tout ce qui nous entoure de flotter. Quand on lance une balle, la gravité la ramène vers le sol. C'est aussi la gravité qui garde les planètes en orbite autour du Soleil. Pendant longtemps, personne n'a pu en décrire le fonctionnement précis. La difficulté, c'était de comprendre comment ça fonctionnait. La Terre tourne autour du Soleil, d'accord? Mais comment sait-elle que le Soleil est là? La relativité générale nous fournit la réponse. Il s'avère qu'elle est complètement liée à l'existence de l'espace-temps, le tissu qui contient tout ce qui existe dans l'univers, et qui déforme tout ce qui possède une masse, étoile ou planète, comme une boule posée sur une membrane de caoutchouc. J'ai installé sur ma pelouse un grand morceau de caoutchouc tendu sur un cadre, censé représenter l'espace-temps ou continuum spatio-temporel. Que se passe-t-il quand on place un objet lourd au milieu de la membrane de caoutchouc? Cela déforme le caoutchouc, n'est-ce pas? Si je regarde en dessous, l'espace est courbé. Le Soleil, la Terre ou tout autre objet céleste produisent le même phénomène. Ils déforment le tissu spatio-temporel, de telle sorte que tout objet moins dense se trouvant à proximité subit leur attraction. Voyons l'effet produit sur la trajectoire de cette masse qui traverse l'espace-temps. Voilà, elle est piégée. Elle est attirée par ce qui pourrait être un trou noir. La masse plus légère est attirée par la plus lourde. Ah, l'espace-temps. Cette déformation du tissu de l'espace-temps explique pourquoi la Lune est en orbite autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. Et c'est leur vitesse orbitale qui empêche la Lune de tomber sur la Terre et retient la Terre de plonger vers le Soleil. La relativité générale nous a permis de mieux comprendre la gravité. Mais elle a également décrit des phénomènes qui semblent sortir tout droit d'un récit de science-fiction. Elle a en effet prévu l'existence d'objets si denses qu'ils percent le tissu spatio-temporel. On les appelle les trous noirs. Un trou noir est un objet si massif qu'il crée un champ gravitationnel immense et infiniment profond dans le tissu de l'espace-temps.
Les trous noirs se forment quand des quantités colossales de matière sont concentrées en un petit volume. Pour donner une idée de ce volume, il faut supposer que toute la masse de la Terre devrait être concentrée dans un volume inférieur à celui d'une balle de ping-pong. Mais dans la réalité, les trous noirs sont ce qui reste des étoiles les plus massives qui sont d'abord devenues des supernovas. Les trous noirs se forment à la fin de la vie des étoiles très massives. Juste avant, le cœur de l'étoile fait comme ça, bang. L'implosion est si violente que la matière ne peut s'arrêter de s'effondrer sur elle-même, ce qui produit un trou noir. Plus un objet s'approche d'un trou noir, plus il doit tourner vite sur son orbite pour éviter d'être aspiré. Mais en fait, quand l'objet est trop près, il n'existe pas de vitesse assez rapide pour l'empêcher de tomber dans le trou. Quand l'objet atteint la vitesse de la lumière et que cela ne suffit pas pour l'arracher à la gravité du trou noir, on appelle ça l'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite où la gravité devient si forte qu'aucune vitesse, pas même celle de la lumière, ne suffit à garder un objet en orbite. C'est très étonnant. Même la lumière subit la force de gravité. Si je prends cette lampe torche et je la dirige vers le trou noir, observons ce qui arrive au faisceau. Quand je la dirige d'abord dans une autre direction, le faisceau reste droit, ce qui est normal. Mais quand le faisceau se rapproche du trou noir, il commence à se courber de plus en plus, et la lumière semble tomber dans le trou. Le trou noir l'absorbe et elle disparaît. Personne n'a jamais pu observer directement un trou noir. Mais les chercheurs pensent qu'il en existe au centre de chaque galaxie de l'univers. Ils déduisent leur présence grâce au flux d'énergie gigantesque se déplaçant à des vitesses vertigineuses observées au centre des galaxies, telles que la nôtre. Nous savons qu'il existe des trous noirs massifs au cœur des galaxies. Et les champs gravitationnels autour d'eux sont si intenses que la matière peut atteindre des températures incroyables. Les scientifiques ont également pu observer de la matière tourbillonnant avant de disparaître en un point qui semble n'être que du vide. On peut voir des nuages de gaz en orbite autour de... eh bien, de rien. Puis ils disparaissent. Cela constitue l'une des meilleures preuves de la présence d'un trou noir. La relativité générale a jeté une lumière nouvelle sur le rôle de la vitesse dans le fonctionnement de notre univers. Elle a révolutionné la physique et nous a permis de mieux comprendre ce qui se passe dans le cosmos. Elle a prédit la présence d'objets tels que les trous noirs. Et nous a fourni des indices concernant l'existence d'un univers où des choses très étranges pourraient se produire. Dans un univers aux proportions démesurées, est-il raisonnable d'espérer voyager un jour assez vite pour pouvoir en visiter les régions les plus lointaines? Pourrons-nous un jour planter un drapeau aux confins du cosmos? Il n'y aura pas de voyage interstellaire avant longtemps. Nous sommes peut-être aussi loin de ces voyages que Léonard de Vinci du premier avion. Il a eu l'idée, mais on a dû attendre 4 siècles avant d'en voir dans le ciel. Mais cela n'arrête pas les chercheurs, qui tentent d'imaginer les possibilités théoriques de voyages interstellaires. Parmi les plus étonnantes de ces possibilités, nous trouvons celle des raccourcis spatio-temporels
que l'on appelle les trous de verre. Un trou de verre est un genre de petit tube qui relie deux régions très distantes de l'espace. C'est presque comme un tunnel, un petit point quelque part dans l'espace. On entre là-dedans et on ressort ailleurs, très loin dans l'univers. Un tunnel dans l'espace. Un raccourci permettant d'atteindre en un clin d'œil des régions situées à des milliards d'années-lumière. Mais quel phénomène serait capable d'engendrer ce genre de tunnel ? Le trou de verre est un tunnel qui relie une région à une autre région, potentiellement très éloignée. Pour illustrer ce phénomène, supposons que l'espace est cette feuille de papier. Nous avons ici l'entrée d'un trou de verre. Et à l'autre bout, nous trouvons la sortie du trou de verre. Nous devons donc imaginer un tunnel où l'on entre par ici et dont on ressort par là. On pourrait penser que ça prend autant de temps de passer par le tunnel que par le trajet normal. Mais Einstein nous dit que l'espace et le temps peuvent être courbés. Donc, nous pouvons imaginer qu'il est possible de courber la feuille de papier de façon à faire coïncider les deux extrémités du tunnel, les deux régions de l'espace. On crée ainsi un raccourci. Le trou de verre peut donc permettre de franchir une distance en apparence très grande en très peu de temps. Pour cette raison, les trous de verre ont trouvé une place toute particulière dans les œuvres de science-fiction. Si vous voulez écrire un roman de science-fiction où l'on passe rapidement d'un bout à l'autre de la galaxie et que vous ne voulez pas être limité par la vitesse de la lumière, les trous de verre peuvent vous fournir des raccourcis précieux. Cela peut vous permettre de faire voyager les personnages à votre guise, à des vitesses inférieures à celles de la lumière, mais en raccourcissant les distances. C'est vraiment un raccourci dans l'espace. Tout comme il débouche dans une autre région, un trou de verre pourrait également déboucher dans une époque différente. En effet, le temps et l'espace étant intimement liés, le raccourci pourrait concerner deux points différents dans le temps. Comme le temps et l'espace se mêlent étroitement, on pourrait se retrouver dans un autre lieu, mais aussi, par exemple, dans le passé, ou dans toute autre époque. Dans votre propre passé, par exemple. Vous pourriez vous voir juste avant le moment où vous êtes entré dans le trou de verre. Il peut y avoir un trou de verre entre votre salon et votre salle à manger. Avec 5 ans de différence, par exemple. Si vous allez dans la salle à manger, vous vous retrouvez 5 ans plus tôt. Et si vous avez gardé votre journal, vous pouvez faire fortune en plaçant votre argent en bourse. Personne n'a jamais pu prouver l'existence des trous de verre. Nous savons simplement que leur présence ne violerait aucune des règles théoriques de l'astrophysique communément admises. Sans sortir du cadre de la théorie de la relativité générale d'Einstein, on peut imaginer un espace-temps comprenant un trou de verre. En revanche, il est difficile d'imaginer les moyens permettant d'en créer un. Fabriquer un trou de verre serait très problématique. Il faudrait parvenir à percer l'espace. La relativité de l'espace-temps ouvre la porte à toutes sortes de possibilités, même si elles ne sont que théoriques. En plus des trous de verre, il existe une idée selon laquelle nous pourrions contracter l'espace et le déplacer afin de couvrir des distances gigantesques. Si vous êtes dans un vaisseau spatial, au lieu de pousser les manettes pour atteindre la vitesse maximale, pourquoi ne pas changer l'espace? Il faudrait créer de l'espace en expansion derrière le vaisseau et contracter l'espace devant le vaisseau. La base de cette hypothèse est constituée par les concepts que l'on appelle moteurs d'Alcubierre ou moteurs à distorsion. Le but de ces moteurs serait de couvrir de très grandes distances sans aller vite. Pas la peine de se propulser dans l'espace. Il faut que l'espace bouge à votre place. Quand nous nous déplaçons, nous le faisons dans un espace donné. Mais, et si c'était l'espace qui bougeait pendant que nous restons immobiles? Théoriquement, la chose est possible. En effet, la théorie de la relativité générale décrit l'espace-temps
comme un tissu qui peut être déformé, tordu, plissé ou allongé. Un moteur à distorsion serait capable de contracter l'espace situé devant lui et d'allonger l'espace situé derrière lui, ce qui permettrait de franchir des distances à une vitesse supérieure à celle de la lumière, sans même avoir besoin de bouger. Ça ressemblerait beaucoup, par exemple, à un tapis roulant qui vous emporte à 10 km/h, disons. Nous sommes immobiles par rapport au tapis roulant, mais tout le reste autour de nous semble se déplacer à 10 km/h. Or, si le moteur à distorsion est envisageable théoriquement, cela ne veut pas dire qu'il l'est d'un point de vue pratique. Personne n'a la moindre idée de la machine qu'il faudrait fabriquer pour maîtriser les déformations de l'univers. Le moteur à distorsion est une idée intéressante. Existera-t-il un jour? J'en doute, mais c'est intéressant. Il y a longtemps, Léonard de Vinci a conçu un moyen de faire voler les hommes. Son projet était-il considéré comme réaliste à son époque? Les sceptiques sont toujours nombreux pour combattre les idées les plus novatrices, mais ils n'ont pas toujours raison. Quand l'imagination et la science travaillent ensemble, l'homme est capable des exploits les plus étonnants, des exploits qui nous emmènent plus loin et plus vite que jamais. La vitesse règne en maître dans notre monde et sur notre vie. Tout va toujours plus vite. Telle est la vitesse dont nous sommes témoins au quotidien. Mais à y regarder de plus près, la vitesse nous révèle un univers où le temps et l'espace ne sont pas les références absolues que nous croyons. La vitesse est un élément crucial pour comprendre le cosmos qui nous entoure. Grâce à elle, nous serons capables de résoudre un jour les plus grandes énigmes de notre univers.